Alors, il accélère les carrières des femmes, il change le management et il est un accélérateur de l'égalité professionnelle. De quoi je parle? Du mentorat, bien sûr. Et donc, je voudrais qu'on parle maintenant de mentorat. Merci d'être à nouveau avec nous. Surtout, ne partez pas parce que cette table ronde est très importante. Je vais vous parler de ça avec des speakers à nouveau formidables. Sophie Barr, DRH d'un hôpital très innovant qu'on connaît toujours le même, l'hôpital de Béziers, sur la parité, et représentante de l'association Donner des ailes à la santé, dont on fait le colloque aujourd'hui. Philippe Touzy, chef du département concours, autorisation d'exercice et coaching au CNG. Isabelle Lafont, doyenne de la faculté de Montpellier et PEPH. Et Delphine Aguilera-Caron, présidente de Johnson & Johnson France, qui est également mentor très engagé. Alors, pour structurer notre échange, je vous propose, là encore, on n'a pas beaucoup de temps, puisqu'on a pris du retard, d'aborder pourquoi et comment le mentorat est un outil puissant pour booster les carrières des femmes en général et des femmes à l'hôpital en particulier. Et puis, on va aussi discuter de comment faire en sorte que ce mentorat ait plus d'impact, comment amplifier l'impact du mentorat à l'hôpital, à travers notamment peut-être l'intergénérationnel, la sororité, nous allons parler de tout ça. Alors d'abord, pourquoi et comment le mentorat est un booster de carrière? Je vais commencer avec vous, Sophie, puisque Sophie, vous avez donc lancé un programme national de mentorat avec l'association Donner des ailes à la santé. Et d'ailleurs, vous pourrez présenter tout à l'heure quelques-uns des mentors et des mentorés de ce programme. Mais déjà, pourquoi vous pensez que le mentorat est un puissant accélérateur de carrière des femmes? Qu'est-ce qui rend le mentorat unique dans ce but? Merci Anne-Cécile. Donc, on a beaucoup parlé cet après-midi de tous les freins qui pouvaient entraver un parcours professionnel pour les femmes en particulier et dans le monde de la santé pour ce qui nous préoccupe. Il y a notamment le baromètre Donner des ailes à la santé qui établit beaucoup de constats. Et à Donner des ailes, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'il y a une charte égalité et on avait envie d'élaborer une réponse face à ces constats puisque le baromètre, on le fait tous les ans et tous les ans, les chiffres évoluent très peu et en tout cas de manière favorable très peu. Donc le mentorat et ce programme, pour nous, il constitue une réponse au constat que l'on a posé de frein au développement des parcours professionnels des femmes. Donc il y a le plafond de verre, il y a les VSS et les différentes discriminations, notamment aussi autour de la maternité et de la parentalité. La relation mentorale, c'est vraiment un espace et une relation privilégiée où un mentor, une mentor et une mentorée peuvent parler de tout ce qui les préoccupe, lever des freins, briser le plafond de verre, restaurer la confiance en soi aussi, parce que ce dont on a parlé, les VSS, ça vient beaucoup entamer la confiance en soi des femmes. Donc la relation mentorale, elle vient aussi nourrir cette confiance en soi qui est importante et qui permet de redonner confiance dans l'engagement qu'on a envie d'avoir et l'investissement qu'on peut avoir dans un établissement de santé. Le mentorat, c'est aussi quelque chose de très particulier parce que c'est un endroit où on peut échanger les codes sociaux. C'est-à-dire, c'est pas une formation, c'est pas du coaching, il y a autre chose qui s'échange. Et les codes sociaux, Philippe l'a rappelé, les postes à responsabilité, le pouvoir aujourd'hui, il est largement détenu par les hommes qui connaissent très bien les codes sociaux. En tout cas, parfois et souvent mieux que les femmes. Donc le mentorat, ça permet aussi de partager ces codes sociaux. Pour nous, à Donner des ailes, on a construit un programme de mentorat qui est porté par des femmes médecins, pour des femmes médecins, parce qu'on avait aussi envie de pouvoir créer cette sororité qui nous paraissait vraiment très riche et porteuse de belles choses, de promesses quelque part, pour pouvoir accompagner les femmes qui ont envie de développer leur carrière, de faire un parcours remarquable à l'hôpital. Et je profite aussi de cette parole aujourd'hui pour mettre en valeur les femmes qui s'engagent à être mentors, parce que dans le mentorat, il y a les mentorés qui vont être accompagnés, mais il y a aussi les mentors qu'on va mettre en valeur et qui contribuent de manière bénévole sur leur temps personnel pour venir aider et accompagner leurs consoeurs.
Merci beaucoup pour ce premier point. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Philippe Touzy, parce que au sein du CNG, vous accompagnez des professionnels de santé via divers dispositifs. Vous utilisez le mentorat. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi, comment, mais surtout peut-être que vous reveniez aussi sur les règles de base du mentorat pour que ceux qui ne connaissent pas forcément en pratique en quoi consiste une relation un peu structurée de mentoring. Comment ça marche? Merci pour votre invitation et puis pour nous donner la possibilité d'évoquer ce sujet, en effet, qui a été déclaré cause quasiment nationale et très promu par l'ancien ministre de la fonction publique, Guérini. Donc au CNG, ce mentorat est venu en complément d'autres dispositifs. Peut-être vous entendez bien? C'est bon, vous entendez? C'est bon. Est venu en complément d'autres dispositifs que sont le coaching, que sont des ateliers. Et c'est via ces dispositifs qu'une demande est venue en fait du terrain, en nous disant qu'il faut développer aussi le mentorat. Et donc l'équipe de coach du CNG s'est formée, s'y est intéressée, puisqu'en effet beaucoup parlent de mentorat sans savoir vraiment ce que c'est. Alors c'est quoi? Le mentorat, c'est d'abord une approche structurée qui vise à un échange, une transmission de pratiques, mais dans un cadre clair. On y reviendra peut-être tout à l'heure, car c'est un point très important. Il ne s'agit pas de dire je te donne mon numéro de téléphone et puis tu m'appelles. Non. Au CNG, ça se fait déjà avec un lancement de l'opération. Enfin, d'abord, appel à candidature, aussi bien pour les mentors que pour les mentorés. Une journée entière de lancement d'opération où on fait se réunir les personnes. Des obligations conjointes, c'est-à-dire un nombre minimal de rencontres qu'il va y avoir entre les mentors et les mentorés. À peu près? C'est de l'ordre, alors pour nous, un programme de mentorat se déroule sur à peu près une année, et c'est de l'ordre d'une rencontre par mois à peu près. Voilà. Qui dure combien de temps, vous savez? Qui dure de 1 à 2 heures, D'accord. Qui peut se faire en visio, mais on a un point aussi important, c'est que les mentors et les mentorés s'engagent à ne pas tout faire en visio. C'est-à-dire qu'il y a des temps de rencontre qui nous paraissent importants, au moins au départ, à mi-parcours, enfin voilà, ça peut être panaché. Il ne faut pas que ce soit uniquement du virtuel, parce qu'on pense aussi que la relation physique, elle est importante, se connaître. Il y a un effet réseau aussi pour le mentorat. Donc, voilà ce qu'on a essayé de mettre en place de cette façon-là. C'est un complément fondamental aux autres dispositifs qu'on développe. Et on l'avait testé, nous, d'abord, dans une région qui était la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, comme la demande est très forte, on a dû cibler aussi, parce qu'on ne peut pas être partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est très heureux d'apprendre que des initiatives se développent, comme le disait Sophie, via notamment vos dispositifs. Alors nous, on a ciblé finalement à ce stade les jeunes diplômés qui sortent de l'école. On y reviendra tout à l'heure, je crois. Et puis aussi, à l'autre bout, il y a les directeurs de CHU aussi, parce qu'il y a la question de l'isolement derrière. Et l'isolement, vous l'avez aussi bien en début de carrière, quand vous êtes jeune diplômé, que quand vous arrivez à des stades de carrière, vous êtes un peu le seul maître à bord. Et là aussi, avec une difficulté à exprimer qu'on ne sait pas comment faire, qu'on n'a pas la solution. Voilà. Et cette espèce d'échange, il faut savoir l'organiser pour que la parole se libère avec bienveillance et confidentialité. Moi, j'ai une question. À mon avis, pas mal se pose cette question-là. Est-ce que vous excluez d'une façon très claire la possibilité d'un lien hiérarchique entre la mentorée et la mentor? Oui, on l'exclut parce qu'il faut que la parole soit libre. Ah oui. C'est-à-dire que quand il y a un lien hiérarchique, c'est pas forcément évident de dire sans N+1, je ne sais pas comment faire. Alors s'il est très compréhensif, il peut dire OK, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois, il y a la question derrière de l'efficacité, de la disponibilité aussi. Il ne faut pas confondre les rôles. Et il faut que ce soit un espace d'échange qui soit avec de la neutralité et aussi une tranquillité d'esprit qui fait qu'on peut s'exprimer. Alors maintenant, je me tourne vers Isabelle Lafont. Donc vous êtes mentor informel en réalité pour des jeunes femmes qui font des carrières hospitalo-universitaires. Quels freins spécifiques vous observez chez ces jeunes femmes? Parce que c'est assez spécifique quand même. Et surtout, comment le mentorat que vous pratiquez, vous, d'une façon là, pour le moment assez informelle, aide quand même ces jeunes femmes? Et puis surtout, est-ce que du coup, vous auriez envie, après ce que vous avez entendu, peut-être de structurer davantage le mentorat que vous pratiquez? Alors, merci beaucoup de me donner la parole et de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, je suis doyenne d'une faculté de médecine. On n'a pas donné les chiffres pour les doyens et les doyennes. Donc, on est actuellement 7 doyennes sur 37 facultés de médecine. Ça fait 19%. Et il y a une semaine, on a changé l'intitulé de la conférence des doyens, CDD, en conférence des doyennes et des doyens. Ça fait une semaine. Bravo. Je crois que vous pouvez. Bravo.
Alors après, effectivement, moi, je n'ai pas de pratique pour l'instant de mise en place de mentorat formalisé dans la faculté dont j'ai la responsabilité. Par contre, j'ai compris, depuis que je vous ai rencontré, que j'ai discuté avec vous, puis que je me suis intéressée à ce que vous faisiez, toutes et tous, là, que moi-même, j'avais bénéficié d'un mentorat informel. Mon mentor, je voulais vous dire qu'il faut trouver un féminin au nom mentor. Personne ne l'a encore dit, ça. Était dans la salle aujourd'hui, et je l'ai compris a posteriori, et que j'ai le privilège d'avoir dans la faculté dont j'ai la responsabilité une jeune femme PUPH qui a été formée au mentorat. Donc c'est la première, elle m'écoute en ce moment et je la salue et c'est le début de quelque chose. Alors pour répondre plus directement à votre question, moi je pense qu'il y a des éléments systémiques dans l'accession des femmes aux postes à responsabilité, ça a déjà été dit. Moi je prends toujours l'exemple, le mien, c'est celui que je connais le mieux, c'est que moi je suis un produit de la parité. J'ai non seulement pas honte de le dire, mais en plus j'en suis très fière. Si je suis arrivée dans la fac de médecine sur un poste à responsabilité, c'est parce qu'un jour, en 2014, j'ai été appelée par un collègue qui m'a téléphoné en me disant « Isabelle, est-ce que tu veux pas être avec nous sur la liste pour rentrer au conseil de gestion de la fac ?» Pour moi, à l'époque, jeune PUPH, au conseil de gestion de la fac, c'était un truc complètement inatteignable. Je n'avais même pas imaginé pouvoir un jour prétendre à y rentrer. Et du coup, j'ai dit « Ok ». J'ai été élue. Au deuxième coup, j'ai participé à la fabrication de la liste. J'ai été réélue et 7 ans plus tard, j'ai été doyenne. Ça, c'est le premier élément. Les aspects systémiques, c'est une chose, mais après, il y a tout le reste. Il y a les aspects à l'intérieur des personnes. Et il y a des aspects que moi, je peux aussi exprimer à travers mon expérience à moi. C'est que quand je parle de mon élection à un poste de doyenne, ce que je dis souvent, c'est que ma plus grande victoire, c'est pas d'avoir été élue doyenne de cette faculté, c'est de m'être présentée au décanat, c'est-à-dire d'avoir posé ma candidature. Et ça souligne l'importance de tout ce qu'on a récupéré, vous l'avez toutes et tous dit, tous les orateurs, de l'éducation, de l'implicite sociétale, des stéréotypes de genre, de tous ces éléments qui infèrent sur l'absence de modèle, sur la valeur d'exemple, qui sont des choses qui se travaillent et qu'on a malheureusement à l'intérieur. Moi, je suis très sensible à ce que disait Simone de Beauvoir, qui dit « on n'est pas femme, on le devient ». On est évidemment dans des environnements qui font de nous ce qu'on est, et ça reste vrai même sur les générations après les nôtres. Et donc effectivement, moi j'ai mis en place implicitement et involontairement, et maintenant je vais le formaliser grâce à vous, un mentorat informel à travers ma façon d'abord d'exprimer la gouvernance de la faculté, où j'ai nommé des vice-doyennes auprès de moi, dans ma façon d'accueillir ce qu'on appelle les jeunes de la pépinière. Quand on est doyen, c'est génial. On a une pépinière, on a plein de jeunes qui grandissent. Un jour, on en fait des MCUPH ou des PUPH. Et je les vois tous et toutes. Et quand j'accueille des jeunes femmes qui ont la volonté et le souhait de s'engager sur une carrière hospitalo-universitaire, clairement, je fais du mentorat informel. Un jour, je serai formée, je l'espère. Et je pense que c'est très important. Mais les hommes ont toujours fait, en fait, du mentorat informel. Ça ne vient pas de nulle part, en fait. Ce que vous faites, vous, finalement, aujourd'hui, c'est ce que les hommes ont toujours fait. Il faut continuer à faire, en fait. Et je pense que c'est indispensable pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et puis après, il y a d'autres moyens d'agir à travers la révision des effectifs quand on est doyen, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en reparlera un autre jour. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, Delphine Aguilera-Caron. Alors, Delphine, vous parlez du... vous êtes dans le privé, vous dirigez un très grand laboratoire pharmaceutique, et vous avez bénéficié, avant de parler de votre action en tant que dirigeante, finalement, dans votre grand groupe pour déployer le mentorat, vous en avez profité personnellement. Vous avez été mentorée. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Dans quel cadre vous êtes rentrée dans une relation de mentoring, déjà? Alors moi, j'ai eu la chance, effectivement, de faire partie de structures privées où ces outils font déjà beaucoup plus partie, j'ai envie de dire, de la boîte à outils dont on se sert. Donc ça, c'est la première des choses. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être initiée peut-être plus tôt ou de l'avoir de façon formalisée, mais aussi de façon informelle. La discussion qui s'est produite, là, c'est important. Donc moi, j'ai été effectivement à la fois, je suis mentor de beaucoup de personnes, je l'ai été, et j'ai été également mentorée à différents moments de ma carrière, notamment à un moment donné où, en fait, il y avait un certain nombre de choses où je voyais bien que sur un certain nombre de sujets qui étaient importants, je n'osais pas forcément les porter. Et je n'arrivais pas à voir pourquoi ça bloquait, en fait. Qu'est-ce qui me freinait alors que rationnellement, il n'y avait pas de souci. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans une relation de mentorat avec quelqu'un qui a réussi à mettre le doigt sur le blocage, en fait, que j'avais et sur le pourquoi des choses, et finalement, elle me donnait confiance. C'est ce que vous disiez. En fait, les ailes demandaient qu'à se déployer, et se déployer vite. Mais il y avait quelque chose qui bloquait. Et je crois que c'est très important, effectivement, de pouvoir se livrer, vous en parliez tout à l'heure, en toute confiance, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas jugé,
il faut aussi s'engager en tant que menti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de frein. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans le mentor. Donc, il faut que le cadre soit posé, comme vous disiez, la confidentialité, le fait de se voir souvent, etc. L'objectif, quel est le blocage qu'on essaye de résoudre, de quoi s'agit-il, et aussi, il faut après que dans cette relation de confiance, on trouve quelqu'un qui vous donne des clés, en fait. Et après, la personne ne va pas vous donner toutes les clés. Elle va vous donner certaines qui vont débloquer certaines situations. Donc ça, c'est un exemple où ça m'a énormément aidé. Donc c'est dans le savoir oser, en fait. Alors oser, moi, c'était en l'occurrence proposer des choses et des orientations stratégiques qui me semblaient essentielles. Et je suis contente de l'avoir fait parce que Dieu sait si ça a aidé après le développement de l'entreprise. Et après, dans un cadre, je dirais, plutôt informel, c'était dans le cadre d'un coaching, mais après, ça a pris un truc plus informel. J'avais un déséquilibre vie pro, vie perso, trop engagée dans ma vie professionnelle. Je suis quelqu'un d'entier, donc je ne mets pas de limite. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je suis là où je suis aujourd'hui, mais néanmoins, je ne voyais pas bien où était le mur et je l'ai pris. Et cette personne vraiment m'a aidé à rééquilibrer ça avec plein de choses que j'ai mis dans mon quotidien, plein de choses que j'ai mises en place et que je ne peux que conseiller aujourd'hui aux personnes que je mentor qui sont toutes à la recherche en fait de comment est-ce qu'on prend des responsabilités et en fait on arrive à se préserver. C'était plus ça en fait la solution, elle était là et je crois que c'est très important parce qu'à qui qu'on soit, en fait, ça aide toujours. Il y a toujours un moment donné, ça peut être une gestion vie pro, vie perso à cause des enfants qui sont petits, ça peut être plein de choses différentes. Mais moi, ça m'a en tout cas beaucoup aidé. Et ça m'a vraiment fait faire des bonds en avant. Alors justement, ça a changé votre management, il paraît. Alors, c'est-à-dire changer mon management, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, ça a changé le regard que je porte sur la façon peut-être dont travaillent les gens, dans la façon dont ils investissent sur quelque chose. Mes équipes le savent, hein, je suis quelqu'un qui fait très très attention à la vie personnelle des collaborateurs, parce qu'on sait qu'un ennui personnel, c'est quelque chose qui impacte sur le travail et vice-versa. Un ennui professionnel impacte sur le reste. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, savoir se préserver quand on a beaucoup de pression, c'est aussi très important parce que on a souvent des décisions difficiles à prendre. C'est pas tous les jours, moi j'ai des décisions pénibles ou des décisions difficiles à prendre. Et c'est très important d'avoir la clarté, la vision claire de cette décision qu'on doit prendre. Et quelque part, se préserver 1 heure pour marcher le matin, se préserver 1 heure pour aller prendre l'air, se préserver 1 heure pour penser à soi, c'est ça qui va m'aider à prendre la bonne décision. Ça fait 3, hein. Non, ouais, je rigole. Ouais. Donc, non, mais ce sont des choses peut-être bêtes qui semblent être des évidences, mais qui ne l'étaient pas pour moi en tout cas, pas dans ma pratique quotidienne. Donc, ça veut dire que vous sanctuarisez maintenant dans votre agenda Absolument. des rendez-vous avec vous-même. Exactement. D'accord, très bien. Et alors, un conseil de mentorat. Philippe Touzy, le mentorat, ça repose quand même souvent sur une relation intergénérationnelle. Comment on fait pour ne pas tomber non plus dans le paternalisme à la papa ? Alors d'abord, pour illustrer ce qui vient d'être dit, on avait demandé les mots-clés et le mot de confiance qui était cité par Mme Aguilera-Caron et celui qui revient aussi dans les nuages de mots qu'on demande à nos mentors et nos mentorés. Alors, le paternalisme à la papa. Déjà, c'est pas forcément toujours intergénérationnel, le mentorat, si on part du principe qu'une génération, c'est 20 ans d'écart. Alors, effectivement, nous, pour nos jeunes diplômés, ils peuvent avoir des mentors qui sont un peu plus âgés, pas forcément 20 ans, ça peut arriver, bien sûr. Mais quand on prend les DG de CHU, c'est rare qu'il y ait 20 ans d'écart. Alors, ensuite, là encore, c'est une question de cadre. Quand on fait la première journée où on réunit les mentors et les mentorés, qu'on fixe le cadre, on les met sur un pied, j'allais dire, d'égalité en termes d'être acteurs dans cette relation, et on demande au mentoré de conduire la relation, de relancer son mentor. C'est-à-dire que le mentoré est mis dans une posture où il n'est pas soumis, il doit conduire la relation. Et ça, c'est fondamental et c'est très important. Ensuite, proactif dans ces demandes. Proactif, et en gros, la balle est dans son camp. Donc, on est loin du paternalisme. Il n'attend pas qu'on lui délivre quelque chose. Alors, c'est vrai que le mentoré attend des conseils, ce qu'il ne va pas avoir par un coach. Et comme le disait madame, quand on a apprécié un dispositif, en général, on va vers l'autre. Et celui qui a apprécié le mentorat va plus travailler après peut-être sa posture managériale avec un coach, où là, il n'aura pas de conseils, mais en revanche, il aura des feedbacks qui vont lui permettre de mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres. Et donc, l'intergénérationnel, il faut aussi prendre en compte que le mentor apprend
autant que le mentoré, il apprend autre chose. Oui, ça, j'aimerais bien que vous creusiez un tout petit peu ça, parce que c'est très important. Ce qui nous revient des mentors... C'est ce qui fait aussi que peut-être un jour, vous viendrez au mentor homme, parce que ça éduque les Alors mentors déjà, ce qu'il faut aussi. dire, c'est que... Non, mais... mentor, peut-être. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que nous, dans nos binômes de mentors, on a finalement 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Donc je vous le signale. Et donc il semblerait qu'il y ait une appétence aujourd'hui un peu plus grande pour les femmes sur ce dispositif. Enfin, on ne désespère pas d'avoir 50-50, mais en tout cas, bravo pour ce résultat féminin. Alors les mentors nous disent que ça développe leur capacité d'écoute. Ça leur donne aussi une respiration dans leur vie professionnelle qui est intense et qui leur permet un peu de se poser, de prendre du recul, de partager, de retrouver du sens finalement dans ce qu'ils font, avec la transmission, pas être dans une démarche toujours d'efficience, un peu de carrière, mais partager, transmettre, j'allais dire de façon gratuite, uniquement parce que ça fait plaisir de transmettre. Et donc ils y prennent une forme de réalisation, de recréer du réseau à destination de quelqu'un d'autre, parce que les mentors en général ont déjà leur propre réseau, d'en faire bénéficier. Donc on est plutôt dans des notions de confraternité et quelque chose qui fait du bien pour soi, parce qu'on fait quelque chose de gratuitement utile pour un autre. Très bien. Tout simplement, j'allais dire. Ouais. Et alors à l'hôpital, peut-être ça éduquerait aussi un peu à la vie réelle des jeunes femmes. Ouais. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Vous avez dit que ça a toujours existé, le mentorat, peut-être, de manière informelle, mais pas comme ça. Ah non, pas et puis, si ça avait tant existé que ça, on ne serait pas obligé de le remettre sur le devant de la scène. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ça explique aussi le monde du travail fait par les hommes pour les hommes, la cooptation d'hommes quand on est un mentor homme, enfin un mentor informel. Enfin, en tout cas, voilà, il y a les promotions ont toujours été faites un peu comme ça aussi. Ok. Alors, je voudrais revenir évidemment à la question des femmes et à la carrière des femmes, et du coup à ce programme qui est Femmes-Femmes, donner des ailes, et du coup à la question, et aussi vous, ce que vous faites d'une façon informelle, Madame la doyenne, on dit comme ça ? Oui. D'accord. Donc Madame la doyenne. Donc je me tourne vers vous, Isabelle. Est-ce que voilà, vous avez le sentiment finalement de développer de la sororité quand vous faites votre mentorat informel? Et qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte aux jeunes femmes et qu'est-ce que ça apporte au système surtout? Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous m'avez appelée Madame la doyenne, j'aime bien. Le jour où j'ai été élue, en décembre 2021, j'ai été d'emblée envahie par une nuée d'étudiantes qui étaient dans la salle parce que les étudiants votent dans les facs de médecine. La première question qu'elles m'ont posée, c'est « Madame, comment on vous appelle ?» Et moi, j'ai réalisé que je ne m'étais même pas posé la question. Elles m'ont dit « On vous appelle doyenne, vous êtes d'accord ?» J'ai dit oui, bien sûr, mais je ne m'étais pas préparée à cette question. Ce qui veut dire que là, il y a eu un espèce de mentorat inversé avec les jeunes générations qui sont venues m'ouvrir les yeux et me mettre sur une piste qui était importante. De la même façon, dans les personnes qui m'ont permis de faire ce choix de me présenter au décanat, mes filles ont eu un rôle très important. Complètement dézoomées, jeune génération. Un jour, elles m'ont dit Maman, tu te poses plein de questions là, mais vas-y, tu peux le faire. C'est mes filles qui m'ont poussée. Donc ça, c'est l'aspect mentorat inversé. Après, dans le mentorat actuel informel, moi, je reste persuadée que, et là, je parle en tant que doyenne, les choses, elles ne vont pas se faire toutes seules. C'est-à-dire qu'on a actuellement en 2e année de médecine entre 60 et 65% d'étudiants et d'étudiantes qui sont des jeunes femmes. Pour autant, ça fait des années qu'on n'a que 25% des PU-PH qui sont des femmes et ça ne bouge pas. Et donc, il y a vraiment des choses qui sont engrammées dans nos organisations sociétales et dans la façon dont on éduque, dont on forme, dont on accompagne les jeunes femmes sur lesquelles il faut agir. Alors, dans les éléments que moi je traite peer-to-peer avec les jeunes femmes que je vois, d'abord je les vois seules très souvent, on parle de la confiance en soi, on parle du respect de soi que vous évoquez, on est à la limite du coaching sur certains sujets. Elles expriment des difficultés du quotidien sur lesquelles le regard extérieur que je peux avoir en tant qu'aînée et que doyenne leur est utile. Et toutes ces petites pierres, elles sont absolument fondamentales pour les accompagner. Et puis après, dans le mentorat informel tel que je le pratique et que je vais une fois de plus faire évoluer, parce que maintenant j'ai compris, il y a quand même des éléments facilitateurs sur lesquels on peut agir quand on est doyen, dans la facilitation des carrières, dans le fait de donner des ruses, d'accompagner de façon très concrète en fait ces carrières hospitalo-universitaires qui sont un vrai parcours d'obstacles, et de les remettre dans la confiance et de les aider. Globalement, j'imagine qu'elles vous posent très souvent la question du temps, parce que non seulement elles doivent avoir une fonction de praticienne hospitalière, mais en plus elles doivent publier. Enfin bref, il y a un problème de temps quand même
pour devenir PUPH. Hein. Et ça, c'est des actions, alors au niveau d'un doyen ou d'une doyenne que je suis, mais c'est aussi des actions nationales. La conférence des doyens actuellement travaille beaucoup avec des doyens et des doyennes. Et des doyens et des doyennes, exact. Mais une semaine, je n'ai pas encore complètement travaille beaucoup sur ces sujets-là. Exactement, des doyennes et des doyens. On peut. Il y a que, comme ils m'ont dit, je les ai un peu taquinés, j'aurais dit, moi je vais dire conférence des doyens et des doyennes. Ils m'ont dit, il n'y a que toi qui peux dire ça. Mais on va écrire des doyennes et des doyens. Donc, juste pour dire que ça se joue aussi au national sur ce sujet des carrières HU qui sont extrêmement contraignantes, mais c'est vrai pour tout le monde, hein. C'est vrai aussi pour les hommes. C'est-à-dire que ces carrières qui sont compliquées, les éclairer différemment, travailler sur l'attractivité de cette profession hospitalo-universitaire, qui est une très belle profession, qu'il faut absolument améliorer sur le plan de la formation et de ce qu'on impose à ces jeunes, ce qu'on leur demande, ce qu'on leur propose. Ça se joue aussi au national. Et dans les textes de loi et dans les actions des doyens. Vous avez raison, ça se joue aussi sur les hommes, mais par rapport à la dernière table ronde que j'ai animée tout à l'heure, il y a la question de la parentalité qui quand même repose beaucoup sur les femmes. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, je comprends qu'elles se posent des questions et qu'il va falloir les mentorer beaucoup. Et le pouvoir des doyennes et des doyens, c'est, voilà, il y a un problème, ok, tu es enceinte, tu as un bébé, tout ça, et on voit, et on rajoute un chef de clinique dans le service. Parce qu'effectivement, c'est des mesures de compensation qui ne sont pas faites. Et comme doyen, on a accès sur certains leviers RH. Alors, je ne dis pas qu'on peut le faire à chaque fois, mais c'est tous ces éléments-là. Il y a des solutions quand même à proposer. Il y a des solutions, oui. Voilà. Après, c'est mieux qu'on remplace les congés de maternité. Des solutions qui dépassent juste, tu peux le faire, tu as les capacités. Parce que, bon, bien sûr, on parle des limites qu'on se met dans la tête, mais il y a aussi des limites objectives quand même. Et sur les contraintes, entre guillemets, et l'accompagnement des carrières, il y a aussi... je reviens sur les enjeux systémiques et après j'arrête de parler, mais les enjeux systémiques, c'est de rendre paritaires les instances qui décident et qui fabriquent les éléments réglementaires. Et il y a une instance qui n'est pas paritaire actuellement, c'est ce qu'on appelle le CNU, le Conseil national des universités, où il n'y a pas de contraintes paritaires dans les CNU, qui sont ceux qui finalement donnent les règles du jeu, entre guillemets, et les exigences pour devenir hospitalo-universitaire. Et moi, je pense qu'il faut que les CNU soient paritaires. Voilà. Alors, j'ai une dernière question qui est pour notre dirigeante dans le privé, en fait, hein, Delphine Aguilera-Caron. Donc, Delphine, chez Johnson & Johnson, vous avez un recul de plus de 10 ans sur les histoires de mentorat. On voit bien que c'est très puissant, le mentorat, pour lever les freins, tous les freins dont on a parlé aujourd'hui. Quel conseil vous pourriez donner, vous, en tant que représentante d'une entreprise qui le pratique depuis des années, pour que cet outil qui est gratuit, hein, rappelons-le, et donc qui ne coûte rien, qui ne demande pas des budgets supplémentaires énormes, quel conseil donner pour que tout le monde s'empare de cet outil très puissant ? Alors, la façon dont ça s'est développé chez J&J, on va peut-être revenir juste en 2 mots sur l'histoire. Il y a environ une dizaine d'années, dans la leadership team, l'équipe de direction, on a décidé de le mettre en place pour justement se dire il y a peut-être il y a des besoins certainement non couverts et comment est-ce qu'on pourrait le faire. Donc ça s'est mis en place de façon très simple en sélectionnant un certain nombre de personnes dont on ressentait des besoins, en s'attribuant bien sûr entre membres de la leadership team. Je ne faisais pas partie de cette leadership team à l'époque, mais en tout cas c'est l'histoire qui m'a été racontée. Des pairs en fait, mentors, mentees. Bien entendu, pas dans la ligne hiérarchique, on l'a dit, et la bonne raison c'était pour ça, et sous réserve de confidentialité. Donc ça peut se mettre en place vraiment de façon assez simple en fait. Ça s'est fait de façon, on a structuré un peu l'affaire, mais on a expliqué quelles étaient les règles. Vous l'avez souligné, ça s'encadre. Il y a un objectif, il y a un début, il y a une fin, et il y a on a envie de dire on établit la règle de comment est-ce qu'on va se voir et comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Donc il y a ce minimum-là. Mais j'ai envie de dire, ça c'est les règles du jeu qu'on pose. Mais n'importe quel groupe en fait de personnes peut poser ces règles du jeu. Alors avant, c'est assez simple. Oui, c'est assez simple. Alors avant, il y avait c'est très, très compliqué de faire les binômes, mais maintenant, racontez-nous. Parce alors que depuis le mentorat s'est beaucoup développé chez nous. On a une association qui s'appelle Women in Leadership, qui est une association de salariés bénévoles en fait pour faire progresser en fait la cause des femmes en entreprise. Donc c'est un peu notre donner des ailes chez nous. Et là, en fait, on a mis en place donc ce programme pour des femmes mentor-mentees. Alors, les mentors sont beaucoup de femmes, mais pas que.
Il y a aussi des hommes qui se portent volontaires pour faire du mentorat. Et là, on a environ 75 binômes, donc 150 personnes qui sont dans ce programme. Et ces binômes sont appariés, on va dire, au départ, par de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, en fait, là, on rentre un certain nombre de critères. Quels sont mes domaines de compétences ? Il y a des domaines humains dans lesquels je suis meilleur qu'un autre. Enfin, je pense pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui est en recherche précisément de conseils dans ce thème-là. Là, évidemment, l'outil va faire le match. Et c'est un outil que vous avez développé en interne ? Oui, je crois, oui, Valérie, oui, c'est ça, c'est un outil en interne, It's a Match. Et en fait, ce qui va se passer ensuite, c'est que bien sûr, on va quand même vérifier. Ah oui, si par hasard le besoin du mentee tombe avec le manager qui s'est proposé aussi, là on va vérifier. Mais voilà, bon, ça on a élaboré. Pourquoi ? Parce qu'on a 150 binômes à créer. Et donc on s'est dit, plutôt que de mettre deux personnes l'un en face de l'autre qui n'ont pas un centre d'intérêt commun, essayons de faire en sorte que les centres d'intérêt puissent être, ou en tout cas la recherche de ce mentorat puisse correspondre à une recherche de mentor et une recherche de mentee. Mais encore une fois, garder la chose très simple. Il faut la structurer un minimum. Je dirais c'est de la structure qu'il faut au départ. Mais après, ça peut se faire de façon très simple. Et j'ai envie de dire, commencez petit. Ça peut se faire à l'échelle d'une équipe. Vous avez une petite équipe, vous avez besoin, vous sentez chez quelqu'un un besoin, adressez-vous à l'équipe d'en face et trouvez une paire, quoi. Ça peut se faire de façon très, j'ai envie de dire, artisanale et en même temps très simple. Merci beaucoup. Sophie, une dernière question pour vous. Quelle ambition vous mettez dans ce programme de mentorat que vous lancez pour donner des ailes ? Et quels conseils vous donneriez aux personnes dans la salle qui voudraient s'emparer de cet outil pour justement le déployer ? La raison d'être de donner des ailes à la santé, c'est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements de santé et dans le monde de la santé en général. Le mentorat, pour nous, c'est la possibilité de contribuer à favoriser une condition de cette égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et l'engagement des établissements, il est essentiel. Ça, c'est clair, on l'a vu dans les candidatures de mentorés. Quand la gouvernance d'un établissement est alignée, on a eu beaucoup plus de demandes et d'inscriptions de mentorés. Et à contrario, beaucoup plus de réserves dans des établissements qui sont peu engagés, où les mentorés nous ont dit « moi, j'ai pas envie que ça se sache, est-ce que la confidentialité sera préservée ?» Donc, on voit bien qu'il y a un sujet d'engagement aussi et de gouvernance. Donc, je m'adresse à mes collègues qui sont dans la salle. C'est important et c'est très intéressant aussi que les directions s'engagent à côté des présidences de CME, par exemple, pour promouvoir le mentorat pour les femmes médecins qui travaillent dans les hôpitaux, pour ce qui me concerne, et dans le monde de la santé de manière plus générale. Je trouve aussi que le mentorat et l'égalité femmes-hommes, c'est un enjeu d'avenir pour le secteur de la santé, un enjeu de transformation aussi structurelle. Je voudrais rappeler que les professions médicales, elles sont de plus en plus féminisées. Donc le mentorat, ça permet d'entendre et de recueillir les attentes des femmes médecins qui font le monde de la santé de demain. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important et essentiel. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, la loi de 2023 sur les nominations équilibrées. Donc ça, il va falloir nommer des femmes à des postes à responsabilité dans les établissements de santé. Il ne faut pas que ça devienne une injonction supplémentaire pour les femmes. Donc, il faut pouvoir les accompagner. Il faut pouvoir inventer un modèle aussi nouveau de comment on exerce des responsabilités à l'hôpital. Et puis, il faudrait aussi pas qu'on loupe cette échéance, c'est-à-dire que il faut préparer les femmes et leur donner envie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des viviers. Sinon, on va nous dire, mais on ne peut pas nommer des femmes, il n'y a personne qui veut venir. On ne sait pas où elles sont, les femmes qui pourraient être nommées. Le mentorat, ça permet d'identifier des talents, ça permet de préparer les femmes à exercer ces responsabilités et qu'elles puissent le faire avec envie et réussir l'exercice de ces responsabilités. Donc c'est vraiment un enjeu, et c'est un enjeu de demain. C'est-à-dire 2026, c'est tout proche. Donc la première vague de mentorat Donner des ailes, elle est close. On a fait 30 binômes qui vont commencer à travailler. On a formé tous les mentors. On a un guide du mentorat, une charte signée par la présidente, un contrat. Donc les choses, elles sont structurées. Et on va lancer une deuxième vague de mentorat en tout début d'année 2025. Donc je donne rendez-vous aux futurs mentors et mentorés pour cette deuxième vague de mentorat, et je retiens l'idée d'un reverse mentorat peut-être pour que des femmes mentorent des hommes qui ont envie de comprendre et de contribuer peut-être à l'exercice professionnel des femmes en le comprenant mieux. Mais il y a aussi le reverse dans le sens mentor homme, mentoré femme, parce qu'ils ne se rendent, s'ils écoutent bien, s'ils sont bien engagés dans leur démarche de mentoring,
ils réalisent, enfin souvent on a vu ça dans les entreprises, ils réalisent ce que vivent les jeunes femmes qui ne pouvaient même pas imaginer en fait. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que dès lors qu'on réserve quelque chose uniquement aux femmes, ça questionne beaucoup. Ah oui, bien sûr, surtout aujourd'hui. Voilà, donc pour cette première vague, on a réservé cet espace aux femmes et je crois que c'était un sujet important de garantir cette sororité, de se dire ça peut être un espace réservé pour les femmes et c'est OK pour nous. Bon, je crois que plus personne n'a besoin d'être convaincu. Merci infiniment à tous les quatre.